Qui a dit « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Dans un article paru dans The Conversation, Céline Spector, qui est professeure de philosophie à la Sorbonne, nous invite à nous pencher sur ce précurseur de l'approche constitutionnelle moderne qu'était Montesquieu. Et face à notre démocratie en crise, l'auteur se demande comment la réinventer. Ce philosophe du XVIIIe siècle, qui était Montesquieu, auteur de l'ouvrage « De l'esprit des lois », pourrait-il en effet nous éclairer en cette période de troubles politiques? En quoi sa pensée pourrait-elle nous permettre de renforcer notre démocratie? Céline Spector nous rappelle que Montesquieu fait une distinction entre la démocratie antique, à Rome et à Athènes, qui était fondée sur un tirage au sort, et la démocratie moderne, souvent cachée sous une forme monarchique, qui utilise un système représentatif, à savoir que c'est le peuple qui élit les députés. C'est lors d'un long séjour en Angleterre que Montesquieu, alors magistrat, observe la vie politique anglaise. Et il en retient la tripartition des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. La liberté politique repose alors sur le principe selon lequel seul le pouvoir arrête le pouvoir, grâce à un équilibre institutionnel. Alors, dans une vision idéale de l'organisation tripartite, l'exécutif est confié à un seul chef pour l'efficacité. Il est confié à des jurys populaires pour ce qui est du judiciaire, jurys tirés au sort afin d'éviter l'émergence d'une caste de juges. Et enfin, le législatif est confié à des représentants du peuple divisés en deux chambres pour éviter que le peuple et une élite ne s'écrasent mutuellement. On voit donc que dans cette vision idéale de Montesquieu, il n'y a pas une séparation stricte des pouvoirs, mais plutôt une interaction contrôlée. L'exécutif participe à la législation, il a même un droit de veto. Le Parlement contrôle l'exécutif. Le pouvoir judiciaire est le seul qui doit rester réellement séparé afin d'éviter tout risque de despotisme. Entendez-vous le but que cette organisation poursuit? C'est-à-dire d'éviter la concentration despotique du pouvoir entre les mains d'un seul. L'équilibre recherché repose sur des tensions très mouvantes, sur une négociation entre des intérêts divergents. L'objectif terminal étant de parvenir à une coopération pour le bien commun. Montesquieu nous rappelle qu'une démocratie ne survit que si les pouvoirs sont assez indépendants pour se contrôler, mais suffisamment liés pour fonctionner ensemble. La vigilance face aux dérives autoritaires est essentielle, parce qu'un pouvoir sans contrepoids finit toujours par devenir oppressif. Alors, ne voyons-nous pas là une illustration particulièrement fidèle, particulièrement pertinente de la seconde topique freudienne, où les différentes instances exercent des pressions les unes sur les autres dans une tentative de trouver un équilibre satisfaisant pour chacune d'entre elles. Sauf que, parfois, et nous ne le savons que trop, cet équilibre se fait au trop grand bénéfice de l'une et au détriment des autres. On peut alors voir se développer un surmoi monstrueux de tyrannie, ou au contraire un pôle pulsionnel hypertrophié, témoin d'une persistance de ce moi idéal, infantile illusion de toute puissance. L'analyse va dès lors travailler à rendre les tensions plus malléables, à en faire une nouvelle répartition, à établir une hydraulique différente, plus équitable pour l'ensemble des forces en présence. Le but étant de parvenir à l'établissement d'un écosystème respectueux pour le sujet. Non pas une perfection définitive, mais un équilibre suffisamment souple entre des forces qui s'opposent et qui se régulent sans que l'une ou l'autre des instances en présence
cumule les pouvoirs et règne par l'excès.